Bonjour. Marc de Ferrière évoquait les traditions de ces rencontres. 6 années, bien entendu, c'est déjà une perspective traditionnelle, voire traditionnaliste pour certains. Et parmi ces traditions, les habitués des rencontres François Rabelais savent que la première table ronde, en tous les cas jusqu'à cette année au moins, est la table ronde à dominante historique. Je dis bien historique, pas historienne. Ça ne veut pas dire qu'à cette table ronde, je rassure tout de suite certains de ses participants, il y aurait des historiens patentés obligatoirement. Non, c'est une histoire qui peut être une histoire vécue, une histoire personnelle, une tradition familiale. Mais bien entendu, il y aura aussi des historiens, qui sont d'ailleurs précisément des historiennes patentées, qui prendront la parole pour commencer sur une thématique qui va de soi. Quand on a cette culture de l'histoire de l'alimentation et précisément de la cuisine, ne confondons peut-être pas complètement d'ailleurs cuisine et alimentation, nous pourrons circuler entre les deux, même si nous mettons en avant la cuisine ici, puisque si on ne remonte qu'à la tradition occidentale, et en particulier à ses racines grecques, enfin racines parce qu'on n'a pas les documents pour les sociétés qui précèdent, mais bien entendu, ces racines sont en partie mythiques, le lien avec la diététique, qui est un mot grec, va de soi. Je rappelle d'ailleurs, ça me paraît quand même important, que dans la tradition grecque ancienne, diète signifie genre de vie. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une diète, c'est une réflexion sur la vie quotidienne et la vie globale de l'individu. Ce n'est pas, évidemment, l'acception restreinte que nous avons parfois encore, j'espère de moins en moins, dans la tête quand on parle de diète mise à la diète, etc. Et en même temps, bien entendu, puisque je viens de parler de l'Occident, il est clair qu'à l'époque de la mondialisation, globalisation, tout ce que l'on veut, le modèle occidental est de plus en plus à mettre en relation avec d'autres modèles qui sont tout aussi anciens et essentiels que lui. Et voilà pourquoi, dans cette table ronde, nous avons souhaité que soit représenté le témoignage de d'autres cultures que la culture occidentale dans leur rapport à la santé, quelle que soit d'ailleurs la traduction qu'on donne à ce mot santé. Et voilà pourquoi cette table ronde va commencer par Françoise Saban, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, que je définirais comme sinologue, mais ça n'épuise pas ses compétences. Donc grande spécialiste de la civilisation chinoise, et peut-être un peu au-delà, puisqu'il fut un temps où elle dirigeait une fondation franco-japonaise, mais c'est une manière aussi d'avoir un œil sur la Chine que de se situer à Tokyo. Françoise Saban, que plusieurs d'entre vous doivent connaître, entre autres pour ses travaux, mais ça n'épuise pas sa compétence, qui est aussi, par exemple, linguistique en matière de chinois, sur les pâtes. Je n'entrerai pas dans la discussion de la distinction nouilles-pâtes, sinon on en a pour 1h30. Mais bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Françoise Saban par ces travaux-là. Plus généralement, Françoise Saban est une des grandes expertes de la civilisation chinoise. Inutile d'insister sur l'actualité de cette question, hein, puisque la Chine fait partie de ces fameux pays dits émergents. Enfin, on se demande depuis quand il faut émerger. Et qu'on la met toujours en tête de la liste avec, vous le savez, l'Inde et le Brésil. Mais ce n'est pas simplement pour ça que nous avons demandé à Françoise de prendre la parole dans un premier temps. Elle sera suivie par Sirem Debabi Missaoui, professeur à l'université de la Manouba à Tunis, qui est également connue, je pense, de certaines d'entre vous, comme experte dans le domaine de l'histoire. Alors, je parle sous votre contrôle, chers collègues, des cuisines, disons, arabo-musulmanes, en particulier arabo-andalouses, en particulier maghrébines et tunisiennes, et qui prépare entre autres un ouvrage sur la cuisine de la Tunisie médiévale, hein, sauf erreur. Mais comme je l'ai dit, on va insensiblement passer d'abord à un témoignage sur la tradition occidentale, mais aussi à une autre expertise qui est celle du médecin. Marc de Ferrière, Jean-Marie Panazol ont bien entendu, et Michel Guérard, cité l'expertise médicale. Sur un sujet comme celui-là, elle va de soi. D'ailleurs, sous tous les sujets, à mon avis, elle va de soi pour nos rencontres. Et je suis très, très heureux que Pascal Crène ait accepté de nous rejoindre. J'imagine que son emploi du temps est particulièrement chargé, mais il est là ce matin. Merci à lui. Pour des raisons personnelles, je suis sensible au fait qu'il soit professeur associé à l'université de Versailles, Saint-Quentin-d'Yvelines, qui a été une université qui me fut chère il y a quelques années. Et Pascal Crène est médecin des hôpitaux, chef d'unité, et le co-directeur avec Jean-Bastien Zazot, c'est bien ça,
Jean-Fabien, voilà, je me trompe toujours, Jean-Fabien Zazo, d'autant plus qu'il y a toute une tradition de la famille Zazo, là c'est Jean-Fabien, d'un dictionnaire de, alors j'espère que je suis dans le bon ordre, de nutrition et de diététique paru chez Malouane et dont on vous recommande la lecture qui peut aller de soi aussi pour beaucoup d'entre vous. Et Pascal Crène, j'ajoute quand même un point important, n'est pas simplement donc un gastro-entérologue, un nutritionniste et un auteur, c'est aussi quelqu'un qui, je ne sais pas s'il aura l'occasion d'en parler, peut-être à la limite dans d'autres cercles pourrait-il en parler s'il restait plus longtemps parmi nous, qui se préoccupe aussi de la gestion et de la gestion des hôpitaux, ça me paraît quand même essentiel, et sauf erreur, il est actuellement en relation avec l'ENA, l'École nationale d'administration. Ce n'est pas tous les jours quand même qu'un médecin des hôpitaux se retrouve à l'ENA. Donc peut-être que vous aurez l'occasion de lui poser des questions sur cette dimension. Mais bien entendu, très logiquement, nous passerons à une expertise qui sera au plus près de la cuisine, au plus près des pratiques culinaires, avec Jean-André Charial, qui représente, j'irai à lui tout seul, mais non, justement pas à lui tout seul, toute la tradition de Baumanière, remontant à 1947, c'est bien ça, à Raymond Thuillier. Et cet ensemble du témoignage des maisons de Baumanière, parce que ce n'est pas simplement Lousteau, vous le savez sans doute, qui a représenté à une époque où ça n'allait peut-être pas de soi, parce que c'était le lendemain de la guerre, et donc peut-être que la préoccupation diététique n'était pas centrale après les privations de la Seconde Guerre mondiale, un certain type de pratique et de regard sur le rapport santé-cuisine qui me paraît fondamental, et on est très heureux qu'il lui aussi ait accepté de venir entre deux obligations. Et bien entendu, on a dit tout à l'heure, je crois que c'était Jean-Marie Panazol qui a dit on ne présente pas Michel Guérard, donc je ne vais pas représenter Michel Guérard, qui est notre président. Dans les points dans lesquels on a le plus je dirais, de preuves sont la nutrition qu'on pourrait appeler thérapeutique. Donc qui concerne des personnes qui ont telle ou telle caractéristique métabolique ou qui ont telle ou telle maladie. Et dans ces conditions, certains, on appelle ça régime, notamment d'exclusion, a une vertu thérapeutique certaine éprouvée. Mais là, on est dans le domaine de gens qui ont des pathologies. Un bon exemple d'une pathologie qui est assez fréquente dans les pays occidentaux, c'est la maladie cœliaque, qui est l'intolérance alimentaire au gluten, qui est une protéine des céréales et notamment des céréales du blé. On sait que cette pathologie est guérie par un régime particulier, qui est un régime d'exclusion qui est difficile à suivre, mais qui là est médicalement justifié. Il y a donc un certain nombre d'autres pathologies qui sont justifiables de ces mesures. Mais donc j'insiste bien sur cette différence entre l'épidémiologie et le collectif. Des règles générales, oui, d'accord, pour la santé publique, mais ça ne s'applique pas obligatoirement pour tout le monde. Et ce point de pathologie. Ça me permet de rebondir sur l'intervention précédente, qui concerne le vin. Alors, vous savez qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que le vin pourrait avoir ou a des vertus bénéfiques, notamment en réduisant l'incidence de pathologies cardiovasculaires avec un rationnel biologique qui est tout à fait sérieux sur les antioxydants. Le problème, c'est que si ce message est véhiculé, il est extrêmement dangereux et très difficile à manipuler sur le plan de la santé publique. Ça a été proposé il y a quelques années au niveau des lois de santé publique. Évidemment, ça n'est pas passé parce que c'est évidemment trop difficile à manipuler. Et à titre individuel, certains pourraient bénéficier en effet de ce type de prescription, entre guillemets, et d'autres, et probablement encore plus nombreux, pourraient ne pas en bénéficier. Voilà, merci. Merci Pascal Crène. Toutes ces interventions suscitent des questionnements qu'on n'épuisera certainement pas, mais je suis sensible à la nécessité que vous venez de rappeler d'une démarche individualisante, étant bien entendu que c'est une sorte de cercle vicieux, parce qu'on est à la fois
quand il s'agit de la construction d'un discours théorique dans la généralisation. Et puis après, on se trouve devant des individus, qu'on soit cuisinier, médecin, d'ailleurs historien. Et là, il faut faire la part de ces impondérables. On y reviendra sans doute. Et d'ailleurs, puisque je parle d'individualisation, je pense que c'est le moment de demander à Jean-André Charial et ensuite à Michel Guérard de parler peut-être de leur propre expérience, celle aussi de leur famille, en particulier dans le cas de Baumanière. Dans quelle mesure est-ce que ces expériences qui se développent parfois sur plusieurs générations témoignent d'une préoccupation, alors qui est peut-être ancienne, qui est peut-être plus récente, du rapport entre cuisine et santé? Oui, moi je vais vous donc porter un témoignage personnel sur mon expérience. Donc moi je fais la cuisine depuis plus de 40 ans maintenant, donc en Provence, au Beau-de-Provence. Et avant moi, j'ai eu un grand-père qui s'appelait Raymond Thuillier, qui est le père de ma mère, qui a commencé donc en 1945. Et avant lui, il y avait mon arrière-grand-mère donc, qui tenait le buffet de la gare de Privas dans les années 1919, enfin même 1900, de 1900 à 1935. Donc c'est un vieil atavisme. Et si vous voulez, moi j'ai constaté un certain nombre d'évolutions, bien sûr, importantes. Ce qui m'a frappé, c'est que, évidemment, la cuisine, quand je suis arrivé à Baumanière, moi, en 1969, mon grand-père faisait une cuisine plutôt lyonnaise, enfin de la vallée du Rhône, en tous les cas. Pas tellement provençale, donc avec de la crème. Il y avait des poulardes à la crème, des poulardes aux écrevisses, du feuilleté de riz de veau. Il y avait tout un tas de plats qui étaient riches. Et quand il m'a passé le relais, que j'ai commencé à créer d'autres plats, et je me souviens, il me disait toujours, mais mon petit, c'est pas si riche ce que tu fais là. Il rajoute un peu de crème là, remets, etc. Remets des œufs, remets, etc. Comme s'il fallait absolument qu'après la privation de la guerre, on trouve une abondance de nourriture et de nourriture riche, puisque pendant toutes ces années, on avait été privé. Il y avait des tickets de restaurant, il y avait du mal à se nourrir. Et donc, il fallait compenser. Évidemment, chacun est inscrit dans son époque et on ne vit pas de la même façon en 2000 comme en 1950. Et donc la cuisine suit les évolutions. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, nous, en tant que restaurateurs, des grandes évolutions. L'évolution du repas du dimanche midi en est une, puisque j'ai connu une époque où on était toujours plein, on refusait, les gens voulaient absolument même manger à 3h de l'après-midi. Enfin, c'était insensé. Je veux dire, cette époque-là du dimanche, maintenant, est révolue. Donc, il y a des changements, des grandes tendances comme ça qui font que les gens préfèrent faire du jogging, faire du vélo, faire du golf, de la voile, je ne sais pas, plutôt que de venir avec toute la famille s'installer à table pendant 3 heures. Donc, nous, on est des témoins de ça. On est des témoins de ces évolutions. On est témoin de la difficulté de trouver des produits. On nous dit toujours comment vous faites pour aujourd'hui pour trouver des produits. Et c'est vrai qu'on constate que des choses complètement aberrantes, qu'on fait du blé qui est pas panifiable, c'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à faire du pain. On voit les tomates qu'on nous propose sur les marchés. On voit un certain nombre de produits comme ça. Donc, moi, je sais que je fais mon propre pain avec des farines que je choisis. J'ai mon propre jardin de légumes, mon propre potager qui est bio, parce que j'ai une autre casquette aussi, je suis vigneron. Donc, on a parlé du vin tout à l'heure. Donc, très attaché au vin. J'ai sûrement une des plus belles caves de province avec 80 000 bouteilles de vin. Et si je suis vigneron, c'est grâce à Jacques Puiset, qui est le local de l'étape, là, puisque c'est lui qui m'a amené au vin et que je considère comme mon maître en cette matière. Donc pour revenir à ces produits, donc j'ai mon propre jardin potager, je fais de la culture bio pour le vin, j'étais un des premiers à faire de la culture en biodynamie en Provence. Et donc toujours, pourquoi ? Pour avoir la qualité maximale
l'expression du terroir et que les raisins qui sont cultivés comme ça soient effectivement l'expression de ce terroir et non pas l'expression de produits chimiques ou d'azote qu'on aurait pu mettre à l'intérieur. Et de la même façon, quand on élabore le vin, utiliser que des levures indigènes et pas des levures exogènes pour leur donner des goûts de banane ou d'autres choses, etc. Donc pour moi, c'est important. Et comme je n'arrive pas toujours à trouver sur les marchés la qualité de ces produits, je les produis moi-même. J'étais un des premiers en France à proposer à mes clients un menu de légumes. Je crois que ça fait bientôt 30 ans que je fais ça. Uniquement de légumes, qui n'avaient pas de connotation diététique à proprement parler, mais c'était une autre façon de s'alimenter. C'était revenu à la suite d'un voyage que j'avais fait en Inde en 80, où j'avais pour la première fois de ma vie mangé que des légumes. Moi, j'ai été d'une éducation bourgeoise où je mangeais de la viande pratiquement tous les jours à l'époque. Et de découvrir qu'on pouvait se nourrir autrement, ça m'avait frappé. Et vous savez qu'en Provence, quand on a la chance d'avoir de l'eau, comme on a du soleil, on peut faire pousser tout ce qu'on veut. Et j'ai donc un potager extraordinaire où je peux faire pousser des légumes et les ramasser tout petits. Et comme ça, ils sont meilleurs. Et pour moi, c'est vraiment une qualité différente. Et c'est là où on fait la différence. C'est-à-dire que j'ai des gens qui viennent uniquement pour manger les petits pois que je peux servir au mois de mars ou au mois d'avril, parce qu'on les trouve nulle part ailleurs, parce qu'ils sont ramassés tout petits, parce qu'ils sont ramassés dans un but uniquement de plaisir. Et donc, je pense que là, le plaisir va avec la santé, parce qu'il n'y a pas d'engrais chimiques, c'est de la culture biologique. Et puis, je veux dire, un paysan, normalement, il les laisse pousser pour que ça fasse le plus de poids possible, et il ramasse tout d'un coup. Tandis que moi, je suis obligé de passer 10 fois dans les raies, et ramasser que les petits, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus coûteux. Mais on arrive à une différence. Michel, il les a goûtés, il sait de quoi je parle. Donc, cette qualité de produit, cette qualité de... Donc moi je suis très attaché, comme la plupart des cuisiniers français, attaché à cette qualité qui fait vraiment la différence et qui, je pense, même si moi je ne suis pas un médecin, ni diététicien, ni nutritionniste, a une influence sur la santé. Parce que je veux dire, quand on cultive ces produits de cette façon-là, et qu'on a les meilleurs produits, qui sont l'expression de ce terroir, il y a une idée à laquelle je suis très attaché, moi, c'est l'identité. Parce que dans le vin, ou dans la cuisine, je veux dire, ce qui me semble important, c'est qu'on ne perde pas notre identité, donc nationale ou régionale. Et je me bats pour ça, de façon à ce que, quand on me fait goûter des vins, souvent pour que les vignerons m'apportent des vins, pour que je les mette sur la carte du restaurant, je les goûte et quand je ne sais pas où je suis très, très malheureux. Moi, j'aime bien que le vin, il est la gueule de l'endroit, la gueule du vigneron, les tripes du vigneron qu'il a fait, et qu'on sache où on se trouve. Et si on est dans la Loire, on est dans la Loire. Si on est à Bordeaux, on est à Bordeaux. Mais parfois, on ne sait pas du tout où on est. Et ça, je veux dire, c'est important qu'on garde cette identité, et cette identité de notre culture et de notre patrimoine culinaire aussi. Voilà donc brièvement mon témoignage. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je fais partie, donc je vous ai dit, d'une longue lignée de restaurateurs, et que une chose qui me semble importante aussi, c'est de rendre hommage à mon grand-père, qui a été peut-être le premier, qui a créé peut-être le premier relais château du monde, puisque avant la guerre de 40, on allait de Paris à la Côte d'Azur, on s'arrêtait sur un certain nombre d'étapes. On s'arrêtait chez Dumaine, on s'arrêtait chez Point à Vienne, etc., qui étaient des restaurateurs connus, mais qui étaient sur la route nationale. C'est-à-dire que les voitures passaient, les camions passaient, et les chambres étaient d'une qualité souvent médiocre. Et donc, il n'y avait pas d'établissement, si vous voulez, à l'écart des grands axes routiers, où on trouvait, donc, ce qui fait aujourd'hui la caractéristique des relais châteaux, c'est une qualité de cuisine, un charme, une qualité de confort, des équipements sportifs, des piscines, etc., des parcs, etc. Et donc la nature qui est autour de nos maisons, le fait qu'on puisse marcher, le fait qu'on puisse respirer, le fait qu'on puisse faire de l'exercice physique, tout ça me semble aller de pair avec la qualité de la cuisine, et que
c'est aussi important de pouvoir respirer et de marcher dans les Alpilles je pense, que de se mettre à table. Voilà. Donc tout ça va avec évidemment la santé. Et bon, on est là pour donner du plaisir, nous, pour faire en sorte que les aliments, on trouve les meilleurs possibles et qu'on les assaisonne, on les agrémente de façon à ce qu'on vous donne le plus de plaisir. Bon, on vend du rêve, on vend du plaisir. C'est notre mission. Voilà, merci. Si je peux me permettre une nuance, je ne pense pas que le plaisir soit du rêve. Le plaisir, c'est effectivement très, très tangible, et c'est ça qui en fait le charme d'ailleurs. Mais au-delà, on peut rêver d'un autre plaisir à atteindre. Et je retiens, entre autres, qu'un repas, ça s'accompagne aussi d'un moment où on marche dans les Alpilles. C'est-à-dire que ça fait partie du plaisir du repas, avant ou après. On viendra sur une des dimensions récurrentes de cette question, qui est de savoir dans quelle mesure, puisqu'on l'a bien vu déjà en Chine et dans le monde arabo-musulman, et bien sûr occidental, dans quelle mesure ce que l'on dit concernera les élites et dans quelle mesure ça peut concerner l'ensemble d'une population, mais j'allais dire à quel prix, dans tous les sens du mot. Bon, Michel Guérard, on ne va pas vous demander de reprendre les thèmes, du moins pas essentiellement de votre discours passionnant de tout à l'heure, mais je pense que peut-être là, le témoignage, sans vous demander de raconter votre vie en 10 minutes, mais le témoignage de votre itinéraire, et peut-être celui de votre famille, me paraît intéressant pour voir comment la préoccupation de la santé s'est invitée précocement chez vous, cuisinier. Oui, si vous le permettez, avant, je voudrais revenir un peu sur ce que j'ai entendu à droite à gauche. Par exemple, j'ai appris que Socrate et Hippocrate, ce n'étaient pas des marrants, si j'ai bien compris. Hein. Ils étaient concurrents. Oui, bon, en tout cas, j'ai presque l'impression qu'ils sont les inventeurs du suicide. D'ailleurs, il n'y a pas que. Hein, je me souviens, j'ai toujours en tête ces quelques mots de Lamennais qui disait « Il y a dans le cours de la vie de si chers plaisirs que l'on nous défend, qu'il est naturel du moins de désirer qu'ils fussent permis. Eh bien, de tels grands charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y résister par vertu. » Non, mais vous vous rendez compte. Oui, mais ça, Lamennais, c'était pas un drôle. Hein. Bon, enfin, c'est comme ça. On a parlé de plaisir, on a parlé aussi de gourmandise, et franchement, je ne pense pas. Je pense que c'est un péché que de ne pas être gourmand, parce que c'est faire peu cas de tout ce que nous offre le Créateur et tout ce qu'il met à la disposition du cuisinier pour magnifier tous ces produits. J'ai écouté avec beaucoup d'attention, Madame, vos propos concernant la Chine. Il y a de ça plus de 30 ans, j'avais eu l'occasion d'aller en Chine avec quelques-uns de mes amis. Il y avait Trois-Gros, Chapelle et Saint-Dreims, et nous étions partis à la découverte de la cuisine chinoise. C'était encore la Chine de Tintin et Milou, hein. C'était pas du tout la Chine d'aujourd'hui. Nous y sommes restés 1 mois et demi et vraiment ça a été une découverte. Nous savions que la cuisine chinoise était une cuisine de civilisation, mais la toucher de près nous a permis de mieux comprendre ce qu'était cette cuisine. Et vous avez évoqué la diététique par rapport à la cuisine chinoise, et je me posais la question pendant que vous parliez si tel plat, tel produit qui pouvait entrer dans cette classification de la diététique aurait le même impact pour un Français. C'est-à-dire que il n'y a pas d'histoire de la cuisine qui ne soit pas une histoire des habitudes de goût. Par exemple, on ne fera jamais manger à un Chinois un plat à base de crème. Je suis certain que ton grand-père, quand il faisait sa cuisine lyonnaise, n'a dû recevoir aucun Chinois. En tout cas, il serait parti en courant. Et de la même manière, nous ne sommes pas, nous, attirés par certaines choses chinoises. Je me souviens d'avoir vu les yeux révulsés
de mes amis quand on leur offrait une grosse méduse gélatineuse et tremblotante. Donc il n'y a pas d'histoire de la cuisine qui ne soit pas une histoire des habitudes de goût, et je pense que c'est des choses qui doivent être prises en considération en matière de cuisine. Bon, voilà ce que je voulais dire. J'ai noté, et ça c'était intéressant pour le cuisinier, que les pays méditerranéens pratiquaient beaucoup le séchage des légumes au soleil. Vous avez parlé d'oignons, nos amis italiens qui sèchent les machins. Tomates. Je ne sais pas si vous le savez, mais le premier bouillon déshydraté a tout de même été inventé en France au XVIe siècle par un certain Lebas. Et ce bouillon déshydraté, en fait, il servait quand on partait en voyage, en diligence, de pouvoir, en mouillant avec un petit peu d'eau du ruisseau, de se restaurer. Voilà ce que je voulais dire. Et alors, bien sûr, cette affaire de cuisine et de santé, bon, c'est pas nouveau, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. J'aurais pu ajouter que Escoffier, au début du siècle, dans une de ses préfaces, c'était en 1902 d'ailleurs, parlait de la même chose et avait cette prémonition en disant que la cuisine un jour rejoindrait ou devrait en faire une affaire de santé. De même que le même Escoffier, ça c'est quand même formidable, parce qu'on le sait, la cuisine c'est une affaire de mode, hein. Ça change tous les ans, tous les 3 ans ou tous les 10 ans. Et Escoffier disait, alors que tout se transforme et se modifie, il serait illusoire de vouloir fixer les destinées d'un art, il parlait de la cuisine, pardonnez-moi, de fixer les destinées d'un art qui, partant de côté, relève de la mode et comme elle est instable. C'était en 1902. C'est étonnant, non? Voilà. Alors, si je peux me permettre quand même de vous relancer, parce que je oui. suis sensible au fait que vous n'utilisez pas votre dizaine de minutes, mais dans le destin de Michel Guérard, est-ce que la préoccupation explicite du rapport cuisine-santé est vraiment consubstantielle dès les origines? Vous aviez votre petite idée là-dessus, ou est-ce que c'est au contact, alors de quelles expériences, que vous êtes dit c'est quand même prioritaire? Oui. Parce que ça n'allait pas de soi dans votre génération quand même. Alors, non, pas du tout. C'est un effet de circonstance. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé être médecin. Ah. Voilà. Mais avant d'être médecin, j'aurais aimé être curé. Vous voyez, très éclectique. Il y a des relations. Et puis entre deux aussi, comédien. Non, enfin, je vous le dis pas. Bon. Enfin, mais médecin, ça m'a toujours poursuivi. Mais vous réussissez à être tout ça à la fois. Non, mais malheureusement, bon, je suis un enfant de la Seconde Guerre mondiale et j'ai pas pu continuer mes études. Et en fait, oui, c'est un effet de circonstance parce que lorsque je me suis marié, j'ai rejoint ma femme qui dirigeait une station thermale, Eugénie-les-Bains. Et avant que nous nous marions, je suis venu là voir ce qu'était une station thermale. J'avais aucune notion. Et cette station thermale avait 2 indications thérapeutiques, les rhumatismes et les maladies métaboliques. Et les gens venaient déjà pour maigrir. Et bien sûr, quand j'ai vu ces pauvres gens glabres là, on imagine, le front en sueur, attablé devant des assiettes de carottes râpées, je dis ça c'est quand même pas normal, c'est pas humain. Et c'est comme ça qu'il y a eu le déclic. Et je suis revenu à Paris, j'avais un petit restaurant à côté de Paris, à Asnières, et c'est là où j'ai commencé à faire ça. Mais je m'étais déjà fait un peu la main parce que j'avais un ami qui avait monté un grand salon de coiffure avenue Montaigne à Paris avec un grand coiffeur qui s'appelait Antonio, et il m'avait demandé de faire un snack. Et j'avais fait un snack déjà à cette tendance, je l'avais appelé la ligne. Mais c'est au retour d'Eugénie-les-Bains que je me suis vraiment jeté sur ce sujet qui m'a vraiment intéressé. C'était difficile au début parce que j'étais marqué par mes gestes de cuisinier. J'avais du mal à me sortir de ces habitudes. Mais enfin, petit à petit, j'y suis parvenu. Et aujourd'hui, c'est devenu une seconde nature. C'est ce que j'aimerais bien arriver à transmettre.
Je pense que les formateurs présents dans cette salle sont sensibles à l'allusion au fait qu'on a des habitudes, mais où est-ce qu'on les acquiert, ces habitudes? Bon, on les acquiert peut-être dans un rapport familial, mais aussi à l'école, je dirais. Donc, une fois de plus, c'est un enseignant qui parle. Il semble capital de réfléchir à ce que l'on enseigne. Alors, Françoise, Michel Guérard vous posait ou te posait une question sur le fait qu'un Chinois prendrait ses jambes à son cou devant de la crème, mais est-ce que c'est vrai en 2010? Parce que nous sommes à l'époque de la mondialisation. Alors, qu'est-ce qu'il reste des traditions diététiques pour le Chinois, en particulier, disons, le Chinois enrichi, ce qui représente une petite couche, mais non négligeable, surtout en Occident, d'aujourd'hui? Eh bien oui, mais vous avez en même temps dit qu'il y avait des aspects, des facteurs de mode. Et les Chinois ne sont pas non plus insensibles à la mode. Ce qui fait que ce que vous aviez connu il y a 30 ans, que j'ai connu aussi, la situation a bien évolué. Et pour les gens qui en ont les moyens aujourd'hui, pas de problème, ils peuvent manger des plats à la crème. Certains produits qui étaient impensables il y a 30 ans sont désormais intégrés dans une nouvelle cuisine chinoise. C'est-à-dire que vous avez parlé du répertoire, vous avez parlé des systèmes de goût, mais il y a aussi le répertoire alimentaire. Chaque groupe a un répertoire alimentaire assez, disons, assez fixe, mais la mode intervient, la mondialisation, ce qui fait que quand même certaines habitudes de goût évoluent elles aussi, et il y a chez les nouveaux riches chinois un certain snobisme, par exemple à boire du vin en disant que ça fait du bien pour la santé. Et à l'heure actuelle, par exemple, il y a une mode de consommation du vin de raisin, hein, je dis bien, qui est étonnante. Et pour revenir à la crème, il faut quand même voir que les Chinois, au moment où vous alliez en Chine, il y a 30 ans, consommaient environ 1 litre de lait par an. Aujourd'hui, ils en consomment 25 litres. Donc il y a une véritable évolution sur ce plan, en tout cas. Sirem, puisqu'on a parlé à plusieurs reprises du vin, alors remettons le couvert. Alors, qu'en est-il de l'exclusion ou pas de l'alcool, et en particulier du vin, dans les traditions islamiques? Ce que j'ai remarqué en travaillant sur le corpus médicinal de l'islam médiéval, c'est-à-dire que ce soit sur les traités encyclopédiques qu'on appelle les colliètes ou sur les traités de diététique, je connais l'ensemble de la médecine savante. Je ne parle pas de la médecine populaire. Le seul médecin qui ne pas prescrit de vin ou qui n'utilise pas le vin dans la correction des aliments et dans les régimes de santé, c'est Ibn Zohar. Donc Ibn Zohar est connu dans le monde chrétien sous le nom d'Ibn Zohar. Pourquoi Ibn Zohar? En fait, parce qu'il était dans un moment de l'histoire de l'Andalous où le régime politique, si vous voulez, était un régime détenu par les hommes religieux, par les fuqaha. Donc, comme lui, il était quand même le médecin du calife, le médecin de l'émir, il ne pouvait pas écrire quelque chose qui allait à l'encontre de la religion. Mais je veux aussi préciser quelque chose que je venais même de dire à Paris la semaine dernière, que dans la médecine savante, il y a la sécularisation de la science. C'est-à-dire que le problème de la prohibition du vin, la prohibition du vin ne pose pas problème pour le médecin. Et je peux même citer l'exemple du plus grand médecin kérouanais qui est Ibn al-Jazar. Pourtant, dans une société malikite, c'est-à-dire dans une société sur le plan religieux très très rigide, il prescrivait le vin même aux femmes. Quand je dis même aux femmes, et ça on ne trouvait pas dans la médecine grecque, même aux femmes enceintes, aux femmes quand elles accouchent, au régime de santé de certaines femmes, et excepté les enfants. Donc la même chose pour d'autres médecins,
andalou dans une période où le malikisme est très présent. Saïd ibn Ali, par exemple, dans son livre Le régime de la femme, le livre du fœtus et du régime de la femme enceinte, il prescrit le vin dans le régime de la femme enceinte. Je veux aussi préciser une chose par rapport à la civilisation de l'islam aussi, qu'il y a une différence entre le vin de raisin et les autres vins. C'est le vin de raisin qui est prohibé et non les autres vins qu'on appelle nabith. Là, j'ai longuement étudié donc ceci dans ma thèse. Mais à quelle époque il a été prohibé ce vin? Alors voilà, donc la question du vin est très perplexe. En fait, donc 4 versets, certains versets, dans certains versets le vin était licite et dans d'autres, surtout dans le dernier verset, le 4e verset, le vin devient illicite. Et justement, quand ce verset, donc on s'est posé, en Arabie, ce qu'on consommait beaucoup, ce n'était pas le vin de... donc en Arabie, dans cet espace du Hijaz, où il y avait la révélation, donc le vin qu'on utilisait était surtout ce qu'on appelait un nabith de date et de raisin sec. C'est-à-dire que c'était un mélange. Il y avait le nabith de date et le nabith de raisin sec. Qu'est-ce qu'un nabith d'abord? Qu'est-ce qu'un nabith? En fait, c'est une boisson fermentée qui est faite à base de macération du raisin, par exemple, sec dans l'eau, jusqu'à fermentation. Mais le nabith n'est considéré comme étant nabith que s'il est fort, donc que s'il est enivrant. Et donc en Arabie, c'était ça qu'on buvait. Le vin de raisin était très cher et on l'importait de la Syrie. On l'importait de la Syrie. C'est un problème agroéconomique. Et on l'importait de la Syrie. Donc, c'est-à-dire que la prohibition du vin a été par le prophète quand il a déclaré le vin illicite. Et à ce moment-là, on s'est posé la question, qu'est-ce que le vin? Oui. Et les hommes, enfin les savants, les faris ont essayé de répondre à cette question et ils ont donné une définition du vin. Le vin, c'est le jus de raisin qui fermente et qui devient enivrant. Et là, c'est à partir de ce moment-là, et donc l'élaboration du fiqh était à l'époque, au début de l'époque abbasside, et à partir de ce moment-là, donc il y a distinction entre vin de raisin prohibé, pas en lui-même, mais pour le principe spiritueux, etc. Et les nabiths. Et d'ailleurs, vous lisez la littérature médiévale de l'Orient, tous les califes buvaient le nabith. Pourquoi? Parce que il était possible de boire la quantité non susceptible de produire l'ivresse. Voilà. De toute façon, on peut faire confiance au docteur de la loi pour donner des interprétations qui arrangent en fonction. Enfin, je suis sensible au fait que Sirem ait prononcé le mot régime à propos de régime politique, parce qu'on voit bien qu'un régime politique, on pense actuellement à des régimes particulièrement stricts, et pas seulement dans cette zone, mais entre autres dans cette zone, et on voit bien que là, du coup, le régime diététique s'en trouve éventuellement modifié. Alors, si vous le permettez, pour rester sur le vin, c'est également un problème d'ordre politique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, docteur, pour travailler d'assez près avec le ministère de la Santé, et puis d'une manière un peu éloignée, sans que le ministère de la Santé le sache, avec le ministère de l'Alimentation. Le mot vin est prohibé au ministère de la Santé. C'est un problème. Je pourrais rajouter quelque chose. C'est vrai que cette histoire qui date de 2004, en fait. On avait un collègue. On individualise, là. Médecin des hôpitaux, et qui est également vigneron. Donc, ce n'est pas incompatible. Il était sur les deux côtés. Non, mais c'est ça la vérité. Non, oui. Il était sur les deux côtés, et donc il avait proposé, et finalement quelque part,
sur la rationalité scientifique, indépendamment du reste, des conflits d'intérêts, tout ce qu'on veut, bon, ce qui a été dit après, c'était pas complètement, c'était pas déraisonnable. Bon, néanmoins, sur le plan politique, du risque politique, premièrement, et deuxièmement sur le risque sanitaire, ce type de message ne pouvait pas être diffusé. Donc très rapidement, enfin bon, c'est pas allé très loin. Mais c'est un cas d'école dans les rapports en effet politique et alimentation et santé qui est tout à fait édifiant. Mais ce qui se passe, c'est que souvent on fait pas la différence, je veux dire, entre l'alcool, je veux dire les boissons alcoolisées et le vin. Et ça, je trouve ça tout à fait regrettable. C'est-à-dire qu'on met sur le même plan de la vodka et du vin. Alors, ce sont deux boissons tellement différentes. Oui, mais parce qu'il y a de l'éthanol dedans et que tout le monde est ramené, ce qui est idiot, bien sûr. Enfin, idiot en tout cas. Exagéré. Je veux réagir par rapport à ce qui a été dit sur l'habitude. Je suis en fait d'accord sur ça, et même dans la médecine hippocratique, Hippocrate dit que l'habitude est une seconde nature. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération l'habitude. Et c'est Avicenne en plus qui va, cette idée hippocratique, il va l'analyser dans son canon, et va aller jusqu'à dire que vous donnez un mets ou un aliment à un peuple qui n'a pas, ou à une société qui n'a pas l'habitude de manger ça, ils vont même tomber malades. C'est-à-dire, il faut et vous donnez cet aliment ou ce mets à une société qui est habituée à le manger, elle va le digérer parce qu'elle a l'habitude de le. Et justement, ce qui est intéressant dans la médecine, dans les traités de diététique, c'est que les médecins prennent en considération les habitudes. Un texte d'Averroès, par exemple, il dit c'est très bon de manger la viande au miel comme on l'a fait en Andalous, mais je garde cette habitude parce que c'est bon, mais ce que je vais vous proposer, c'est de cuire deux viandes. Une viande dans un bouilli d'eau, huile d'olive parfumée avec des épices qu'il énumère, et une deuxième viande de moindre qualité, qu'on va et après donc on va prélever la viande cuite dans un jus et la mettre dans le jus, dans le miel de la deuxième viande qu'on va jeter, et comme ça donc la viande elle va uniquement, on va avoir du miel, mais un jus de miel à la surface et non donc il garde, si vous voulez, il garde l'habitude de la société, mais il va corriger l'habitude de la société. Mais le miel à la surface, ça passe encore. Et je me souviens en Chine, m'être vu proposer un bol avec une soupe dedans et flottant en surface des yeux de je ne sais quoi, qui me regardaient comme ça, bien enfin, je vous assure que c'est une question d'habitude. C'est difficile. C'est comme les méduses. Mais et ceux qui nous proposaient ça étaient ravis de nous le proposer. Bien sûr. C'était vraiment quelque chose de... Ne jamais oublier le proverbe anglais « à Rome, fait comme font les Romains ». Bon. Mais avant de donner quand même la parole à la salle, parce que je vais peut-être utiliser le fait que j'ai compris que nous terminions notre table ronde à 11h, mais que la suivante est à 11h30. Alors, peut-être jouer là-dessus, si je peux me permettre. On a bien compris que ces habitudes sont capitales, et qu'à la fois nous sommes dans la mondialisation, et en même temps, les cultures alors, nationales, religieuses, continentales existent. Je vais revenir sur ma petite obsession du puritanisme protestant, puisqu'on parlait des habitudes. Bon, il est clair que le rapport que les sociétés d'Europe du Nord, anglo-saxonnes et états-uniennes ont à la nourriture n'est pas tout à fait le même que celui d'autres cultures, et qu'en particulier, il y a des intolérances psychiques, je parle sur le lait cru ou sur autre chose, qui posent des problèmes au fond plus culturels que physiologiques, sauf que quand on n'a pas pris l'habitude, c'est vrai, on tombe malade en mangeant. Je suis également sensible au fait qu'on parle beaucoup de vin dans cette table ronde, et je pense qu'il va falloir retravailler dans le cadre des rencontres François Rabelais. On l'a déjà fait, mais cette question du vin, parce qu'il faudra l'affronter directement. Et puisque la dimension culturelle est essentielle, je voudrais signaler, on a cité le cas
d'un collègue de Pascal Crène qui était aussi vigneron, et que quand on cherche cette association du vigneron à une certaine légitimité culturelle, on la trouve, et pas simplement dans les siècles passés, on cite toujours les mêmes, de Montaigne à Montesquieu, mais pour la période la plus récente, j'avais été frappé de ce que... vous avez un prix Nobel de littérature qui était vigneron, Claude Simon, prix Nobel de littérature et vigneron, et français, et deuxièmement, le doyen pratiquement de la psychanalyse française actuellement, l'auteur, le co-auteur, comme vous, du grand dictionnaire de référence en matière de psychanalyse, Laplanche, était vigneron, était à Pommard. Et c'était important pour lui. C'était le château de... Voilà. Donc moi j'ai toujours rêvé, peut-être que maintenant il est un peu trop âgé pour ça, mais d'interviewer Laplanche sur les rapports entre psychanalyse et vigne, quoi. Donc là, ça leste ces questions-là d'un sérieux pontifical. Alors, je crois qu'on peut peut-être donner la parole à la... D'histoire contemporaine et immédiate de ces relations. Excusez-moi, ce n'est pas un pavé dans la mare, mais juste un petit caillou dans la chaussure des médecins de santé publique, idéologues du PNNS, c'est-à-dire du Programme national nutrition santé. Ce petit caillou se résume dans la présentation d'une étude sur le terrain en Bretagne, région particulière en France, vous le savez, messieurs les grands chefs, comme les autres régions françaises, avec une culture du manger et du boire. Il se trouve que la Bretagne est une région de consommation, parmi les régions françaises, du beurre salé, du cochon, des gâteaux sucrés, salés, beurrés. Et c'est l'une des 3 régions françaises les moins touchées par l'obésité en France, avec les régions PACA et Rhône-Alpes, régulièrement, notamment aux dernières statistiques de 2009. À partir de là, une question peut être posée, est-ce judicieux, pour prévenir l'obésité en Bretagne, de diffuser vers l'ensemble de la population des recommandations nationales du type « manger moins de sel, de sucre, de gras », qui peuvent être valables seulement pour soigner des personnes souffrant de certaines pathologies. Et la suite, c'est un encouragement et aussi une question à Michel Guérard et aux autres qui, comme lui, mettent, si je puis dire, un peu de liant dans la sauce sanitaire. C'est que le discours dominant aujourd'hui, notamment dans les médias, pas seulement au PNNS, contre le sucre, le sel, le gras, confond d'une part les malades et les bien portants, des prescriptions du programme nutrition et santé, hein, pas seulement l'inefficacité, je parle d'effet pervers, c'est-à-dire contraire au but recherché. Hein. Ça fabrique des obèses, ce discours. Excusez-moi. Hein. Bon. Est-ce que vous pouvez éviter d'être des auxiliaires de ce discours, mais au contraire apporter une richesse très attendue pour l'ensemble des régions françaises, de la population française, et peut-être à l'extérieur, avec l'UNESCO dont on a entendu parler aujourd'hui. Pouvez-vous éviter de garder et de vous transformer en auxiliaire de santé publique des nouveaux CNOC de la santé publique en France? Voilà. Voilà qui est dit. Je ne sais pas si Guy Caro est sensible à son jeu de mots lacanien, quand il parlait du pain sur la planche. Hein, mais bon, je pense que ça s'adresse à tout le monde, mais je vais quand même commencer par Pascal Crène, qui est sans doute le plus directement visé. Merci pour votre question qui est tout à fait pertinente. Alors, je suis aussi breton. Non. Voilà. Je suis également breton, comme voilà. Je ne suis pas là pour défendre le PNNS. Et même si, évidemment, comme un certain nombre ici, j'y collabore en termes de propositions d'action. Bon. Je crois que, je l'ai dit un peu rapidement dans mon intervention, les messages de santé publique qui s'adressent à la population générale, population bien portante,
en termes de prévention, s'ils ne sont pas faux, et peut-être même vrais, alors, disons qu'ils ne sont pas faux, on va être scientifique, parce qu'on ne peut jamais prouver que quelque chose est vrai en science, hein. Ils ne sont pas faux de point de vue général, collectif. Au niveau individuel, je l'ai dit, je pense avoir insisté là-dessus tout à l'heure, la prescription, on ne peut pas en inférer sur une prescription individuelle. Ça, c'est très clair. Et j'ai également fait la différence donc, entre la prévention et la thérapeutique. C'est particulièrement net pour ce qui concerne l'alimentation. Alors, pour ce qui concerne le PNNS, il me semble, de ce que moi j'ai compris sur la réunion de cette semaine et puis sur ce que je connais du PNNS depuis quelques années, qu'il y ait une déclinaison en fonction des régions et en fonction de priorités sanitaires. C'est ce qui est dit, moi, je ne sais pas. Je ne connais pas particulièrement, bien qu'étant breton, voilà, bien qu'étant breton, je ne connais pas spécifiquement la situation sanitaire en Bretagne là maintenant, parce que je suis en région parisienne. Mais néanmoins, il est a priori prévu d'orienter les actions sur les particularités épidémiologiques, donc générales, dans une région. Et donc, on peut penser, en étant, sans être idéaliste, mais en étant quand même réaliste, en étant plus près du terrain, même si c'est régional, d'accord, on fasse des messages et des actions, enfin, on promeuve des actions qui soient moins éloignées de la réalité de terrain. Mais évidemment, ça reste à prouver. Il est clair de toute façon qu'en santé publique, en général, il faut éviter les messages généraux qui peuvent apparaître comme normatifs, idéologisants, etc. Parce que dans la vraie vie, sur le patient, la personne, on n'a jamais la preuve que ça s'applique vraiment. Et c'est un énorme problème, hein, c'est un problème carrément épistémologique. Michel Guérard. Oui, là je vous rejoindrai quant à certaines déclarations ou certains slogans comme manger 5 fruits et légumes par jour, qui finalement on s'aperçoit, il y a une enquête de fait à ce propos, que ça a peu d'impact, c'est évident. Néanmoins, on ne peut pas sous-estimer, et là d'un point de vue économique, cette pandémie que représente le syndrome métabolique, c'est-à-dire une élévation du taux d'obèses, une élévation du taux de diabétiques et aussi de ceux qui sont atteints de maladies cardiovasculaires. Par conséquent, il faut bien tenter, d'un point de vue économique, si vous le permettez, madame, faire quelque chose. Parce que non seulement ça monte, et il faudra faire face d'un point de vue économique, mais aussi il faut prendre en compte la longévité de l'homme. Demain, l'homme va mourir à 90 ans. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et je pense que c'est raisonnable de le faire. Quant à ce que vous disiez, moi je suis partisan de manger de tout. Bien évidemment, en tant que cuisinier, je me vois mal en train simplement que il y a des choses à éviter. Vous citiez le cas de la Bretagne à juste titre, et je suis ravi d'apprendre que c'est une des régions où il y a le moins d'obèses. Tant mieux. Les sablés bretons ont cette chance, par exemple, de continuer d'être faits au beurre frais ou au beurre demi-sel, tant mieux. Malheureusement, dans l'industrie de l'agroalimentaire, il y a des biscuits, et même des biscuits régime, soi-disant diététiques, qui sont faits avec des beurres ou des huiles de palme, qui ont une incidence sur les maladies cardiovasculaires. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut être raisonnable. Je pense que ce qui est tenté d'être mis en place aujourd'hui l'est raisonnable. C'est à nous de trouver des solutions. Et ce que je disais tout à l'heure, cuisiner pour que le plaisir soit toujours au rendez-vous, bien évidemment. Il nous reste 5 minutes, donc simplement le temps d'une, je suis désolé madame, oui. d'une question. Madame, oui, vous le voulez, hein? Oui, bon, d'accord, ce sera la dernière question, hein, donc dans ce cas-là. Alors,
micro. Je suis aussi breton, donc je comprends que 80% de la salle est composée de bretons, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que le breton craigne me glisser à l'oreille qu'il y a peut-être un taux d'hypertension aussi en Bretagne qui est assez élevé. Donc il faudrait peut-être mettre à plat à peu près tout. Et on ne peut pas nier que, puisque Françoise Saban montrait bien que même les Chinois se mondialisent, et ce serait le contraire qui serait étonnant, et les Brésiliens, et les Indiens, et les Martiens, bon, il est certain que, par exemple, la tendance à l'obésité est plutôt, à côté de tout ce que l'on peut dire sur la faim dans le monde, hein, une tendance qui s'accélère et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte, et que si la Bretagne finit par se mondialiser, peut-être qu'elle peut devenir obèse comme le reste de la planète. Donc ça sera le dernier village gaulois, d'accord, mais un jour, il y aura des obèses bretons. Comme vous le savez, il y a de plus en plus d'obèses chinois. Et Françoise, comme vous, Michel, quand vous étiez il y a 30 ans, peut témoigner qu'il y avait quand même très peu d'obèses chinois il y a 30 ans. Il y a des obèses chinois. Il y a quand même de vraies questions qui se posent. Voilà. Madame. Oui, je souhaitais intervenir parce que vous me donnez vraiment une perche là, parce que on parle d'obésité, je découvre un peu ce plan de santé national et on s'aperçoit qu'il nous vient des États-Unis. Est-ce qu'il n'accompagne pas la malbouffe aussi, qui va s'étendre parce qu'il a un peu suivi le modèle en Chine, en est inspiré pour faire son modèle de santé. Alors ce plan national sur la santé, est-ce qu'en fait il ne vient pas comme le cataplasme pour ne pas remettre en cause le modèle économique qui en fait nous entraîne à cette obésité ? Parce que je suis un petit peu déçue. Qu'on l'entende de la part d'une administration ou d'un pouvoir politique, c'est son rôle. Qu'ici, des gens que je vénère beaucoup, d'ailleurs j'ai appris beaucoup, moi je suis simple amateur, j'ai appris beaucoup à ces rencontres depuis 6 ans, qu'on vienne y faire le relais de modèles économiques, parce qu'en fait ce plan, comme je le répète, il arrive peut-être avec cette économie libérale, avec les groupes agroalimentaires qui prennent le pouvoir. Donc on fait un plan pour essayer de mettre le cat à place. Alors ça, c'est quand même, je pense qu'il faut garder des distances entre des débats qui portent sur la qualité. D'ailleurs, monsieur le restaurateur qui est intervenu, lui, a bien pris un peu le contrepoids de ça en disant... Attention, avant de faire de la diététique, etc., et peut-être revenir sur la qualité des produits. Si on fait des bons produits, on n'aura peut-être pas ces soucis. Ensuite, il y a le docteur Crène qui est intervenu à propos du gluten. Je n'ai pas la prétention de dire que ce soit quelque chose de démontré, mais j'ai visité au Jardin des Plantes de Paris cet été une exposition sur les blés. Et on y présentait différentes variétés de blé, qui mettait en évidence que les allergies au gluten proviennent notamment des variétés de blé dites modernes que l'on cultive de façon à ce qu'elles soient planifiées de plus facilement par l'industrie. Alors que si on revient à des qualités de blé, style épeautre, etc., il n'y a pas ce problème du gluten, donc il n'y a pas besoin du plan national de la santé. Donc, je me demande si on n'est pas la charrue avant les bœufs, ou voilà. Est-ce qu'il ne faut pas revenir et parler de qualité, et ça évitera de parler de plan national de la santé, qui lui aussi est global et mondial et suit la malbouffe. En plus, j'interviens également sur la question de la cuisine dont vous avez parlé au tout début, pour la cuisine à la vapeur, à la cuite à basse température, enfin sous vide. Donc la cuisine sous vide des grands chefs, je ne la connais pas. Par contre, j'ai lu le livre de Monsieur de Rennes. C'est fort intéressant, mais je me pose quand même une question, c'est qu'il il préconise d'utiliser de simples sacs de congélation pour faire cuire dans l'eau bouillante les aliments. Alors c'est peut-être efficace contre les graisses, mais au moment où on nous parle de migration dans tout ce qui est cuit, chauffé dans des plastiques, on se pose d'autres questions. Alors quand on veut corriger un des défauts qui est le défaut des graisses, etc., on se dit, mais est-ce qu'un jour on ne va pas nous dire, bah oui, mais tout ce qui est cuit sous vide, il y a aussi un problème par rapport au fait qu'il soit cuit dans des plastiques et qu'on connaît des migrations avec les biberons, etc. Donc ça fait peut-être partie des peurs de notre époque. Mais on est dans un colloque sur la santé et la cuisine, et dire que la cuisson sous vide ou la cuisson dans la façon dont la préconise de Rennes n'entraînera pas non plus des problèmes, ça reste ouvert. Moi, alors, il nous reste 3 minutes. Peut-être que les trois intervenants. Peut-être Pascal Crène, Michel. Peut-être Pascal Crène sur le gluten, simplement. Oui, voilà. Sur le gluten. Vous soulevez un problème qui est majeur. Oui. Et
c'est difficile d'en débattre ici, mais entre l'économique, bon, c'est clair. Mais bon, ceci étant, bon, voilà, ce qui est en cours, c'est ça. Je suis d'accord avec vous qu'on pourrait prendre le problème, on devrait idéalement, mais on n'est pas dans un monde idéal. Non, je ne crois pas. De façon différente, mais je crois que, bon, voilà. Pour ce qui concerne le gluten, en effet, les nouvelles variétés de blé sont probablement explicatives en partie. Mais tout à fait. Non, mais on revient à votre première remarque. On sait très bien, d'ailleurs, que pour modifier de manière, je dirais, radicale un certain nombre de problèmes métaboliques et nutritionnels, il faudrait agir sur l'offre au niveau économique. Et ça, on le sait. Le problème, c'est la possibilité effective d'y arriver. Voilà, on voit que c'est un vrai savant puisqu'il dit probablement, etc. Jean-André Charnial. Non, juste en tant que témoin des évolutions, c'est vrai qu'on peut s'étonner que le modèle choisi soit le modèle américain, le modèle choisi par les Chinois, modèle américain. Moi, je constate toujours que dans mon restaurant, j'ai de plus en plus de gens qui sont allergiques. Et de plus en plus d'Américains. C'est-à-dire qu'ils sont non seulement allergiques au gluten, mais ils sont allergiques aux mouches. Oui. Quand il voit une mouche, il tombe. Non, mais je veux dire, à tout un tas d'huile, de noisettes, de pistaches, etc. Enfin, ça devient invraisemblable. Et souvent, des gens arrivent avec une liste de produits auxquels ils sont allergiques et vous demandent de ne pas les utiliser dans votre cuisine. C'est un truc qui n'existait pas il y a 20 ans. On s'empresse de ne pas faire, bien évidemment, tout en disant qu'on a respecté. Alors, Michel, ça ne sera pas répété, mais quelques mots de conclusion, parce que là, on m'a fait déjà un signe que nous avions dépassé notre temps. Oui. Je voudrais simplement répondre à madame en ce qui concerne le sous-vide. Bon, moi, je ne sais pas si le plastique et personne ne le sait. Bon, jusqu'à maintenant, personne n'en est mort, non. Mais ce qu'a fait le professeur de Rennes est humainement tout à fait intéressant, puisqu'il a donné à manger à sa femme, qui était atteinte d'une maladie malheureusement irréversible, et il professait tous les jours, hein, il était à l'hôpital, et il lui fallait trouver un moyen de faire vite et bien. Et il y est parvenu de cette façon-là. C'est pour ça que je dis que ce procédé est quand même, quelque part, assez miraculeux. En tous les cas, voilà des objets de discussion pour les prochaines rencontres. Merci encore.